Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je me nomme Christian Harrod. Je suis conseiller scientifique de l'association Stellior et je suis très heureux aujourd'hui de vous parler des intolérances alimentaires et ses effets sur la santé. Alors, en résumé, je vais vous parler du concept de l'allergie par rapport à l'intolérance. Ce sont des choses qui parlent de l'immunologie, mais elles sont quand même différentes. Si elles sont la même chose un peu sur le fond, elles sont différentes dans leur mode d'expression. Je parlerai des symptômes de l'intolérance. Une cause importante de l'intolérance, ce sont les xénobiotiques et aussi le rôle des MMP justement dans l'activation de ces intolérances. Ensuite, je parlerai du diagnostic d'analyse d'intolérance. Je parlerai un peu des mécanismes de la réponse, notamment de la réponse humorale et cytotoxique. L'aspect cytotoxique étant très important justement dans l'intolérance alimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intolérance? Tout d'abord, nous avons hérité d'un système immunitaire à travers nos ancêtres et dans le processus de l'évolution qui nous a permis de survivre en reconnaissant le soi par rapport au non-soi. C'est un concept très important. Le soi, c'est ce qui est toléré à l'intérieur de notre corps comme faisant partie de nous-mêmes, et le non-soi, ce sont les agents extérieurs qui nous agressent, les bactéries, les pollens. Ça peut être aussi des aliments, évidemment, que l'on ne tolère pas. Et je vais collectivement appeler le non-soi en définissant le terme de l'allergène. L'allergène, c'est l'élément qui va déclencher une réaction immunologique dans notre corps. La réaction la plus visible, qui se produit le plus rapidement, c'est le phénomène de la réponse immédiate de l'allergie de l'hypersensibilité 1. Alors, c'est une réponse qui implique un agent médiateur qu'on appelle l'anticorps. Ici, dans l'allergie, l'anticorps va être l'anticorps IgE, il peut être aussi l'IgA. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une réaction de surface. C'est une réaction rapide, immédiate, parce qu'elle se passe à l'entrée du corps, et notamment sur les muqueuses. Que sont les muqueuses? C'est d'abord la peau, et tout l'épithélium respiratoire, l'épithélium de la peau, et aussi l'épithélium urogénital. Alors c'est une réaction de surface qui se fait justement à la porte d'entrée du corps, parce que ces anticorps IgE sont des gardiens de la porte, un peu comme un chien qui garde la maison. Il va y avoir un contact direct de l'allergène, de l'antigène avec cet anticorps, et il y aura une réaction tellement visible que la personne subira vraiment une agression qui sera visible sur elle en forme de réaction cutanée, souvent de l'œdème. L'allergie, c'est la pointe visible de l'iceberg, parce qu'on voit dans les minutes, dans l'heure qui suit, la réaction. L'intolérance, c'est quelque chose qui implique un événement anormal, qui s'est passé notamment lors d'un processus métabolique de la digestion, ou qui peut être dû par une dysfonction intestinale qu'on appelle la dysbiose. Contrairement à l'allergie de surface, c'est un événement qui se produit à l'intérieur de notre corps par le processus du métabolisme. Et on peut dire que c'est un accident métabolique. Alors, dans l'intolérance alimentaire, nous avons un autre facteur
qui est différent de l'anticorps IgE, c'est ici précisément l'anticorps IgG. Et cet anticorps IgG, c'est un anticorps qui est, contrairement à l'IgE qui se trouve dans le sang, et c'est une réponse qui va être retardée dans le temps parce que nous allons laisser rentrer en fait l'allergène, l'antigène, et c'est l'effet toxique de la concentration de l'antigène dans le sang qui va déclencher cette réaction dans le temps. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons une réaction retardée ou aussi dite adaptative. Alors, comme l'intolérance, c'est un phénomène qui implique un problème métabolique qui est en rapport avec la digestion, on doit expliquer le processus de la digestion. Vous avez ici sur ce graphique un aliment qui va être ingéré par une personne, et cet aliment, sous forme évidemment de graisse, de sucre, mais surtout de protéines, puisque les aliments contiennent des protéines, nous allons avoir un processus de dégradation naturelle de ces protéines par des enzymes digestives. Ces enzymes digestives ont pour but de découper les protéines en éléments devenant des éléments très simples sous forme d'acides aminés. Et ces acides aminés les acides aminés constituent les protéines parce qu'on peut comparer la protéine finalement à un collier de perles où chaque perle constituerait un acide aminé du collier appelé la protéine. Le processus de la digestion consiste justement à détacher une par une les perles du collier, les acides aminés de la protéine, pour les rendre sous forme simple monodispersée. Sous cette forme-là, ils sont assimilables et ils vont constituer les éléments nécessaires à la vie de la personne. Ce seront des éléments de nutrition essentiels. Que se passe-t-il, par contre, quand nous avons un phénomène d'intolérance? Nous avons toujours l'absorption des aliments qui vont ensuite être métabolisés dans l'intestin, mais il se trouve que dans cet intestin, nous allons avoir deux événements essentiels, soit un blocage enzymatique des enzymes digestives qui vont retarder ce processus de transformation de protéines en acides aminés simples, et on va avoir un passage intermédiaire de morceaux, d'acides aminés sous forme de chaînettes qu'on appelle des peptides. Et ces peptides vont causer un problème si conjointement à cela, nous avons une perméabilité intestinale qui va malheureusement permettre à ces peptides de passer de l'intestin dans le sang, dans la veine porte. Et de ce fait, ces peptides, qui sont plus gros que des acides aminés simples, les acides aminés simples sont des éléments qui sont totalement tolérés par le système immunitaire, puisqu'ils sont considérés comme des nutriments essentiels. Ces morceaux de peptides, par contre, dus à leur taille, à leur masse moléculaire, vont être détectés dans le sang comme des corps étrangers, en fait comme le non-soi. Et de là va être initiée une réaction immunologique qui va consister à produire des anticorps contre ces fragments d'aliments qu'on appelle peptides. Et nous aurons soit une réaction humorale qui implique la formation d'anticorps, soit éventuellement à un stade plus avancé, une réaction qu'on appelle une réaction cytotoxique, et que nous verrons un test, notamment le cytoalimentest, est un test très très spécifique qui peut mettre en évidence la réponse de l'intolérance par les anticorps ou la réponse de l'intolérance justement par la réaction cytotoxique. D'où l'importance
d'un moyen technique de détection qui est ce cytoalimentest. Ici, nous avons en opposition, d'une part à gauche l'allergie et à droite l'intolérance. Et nous récapitulons les mécanismes. Dans l'allergie immédiate, l'hypersensibilité de type 1 qui se déroule très rapidement et qui est très très visible, c'est-à-dire que les personnes allergiques le savent vraiment instantanément, elles n'ont même pas besoin à la limite d'aller voir un médecin, sauf dans le cas grave du choc anaphylactique comme on voit sur cette dame. La réaction est tellement forte qu'elle fait un œdème de Quincke, c'est-à-dire que la réaction est tellement forte au niveau de son système immunitaire que cette dame peut même avoir un arrêt cardiaque. Et évidemment, il faut très vite aller à l'hôpital pour se faire soigner. Ici, nous voyons donc une réaction immédiate, une réaction de surface sur les muqueuses, c'est la porte d'entrée du corps. Nous avons des anticorps de type IgE qui sont fixés sur des cellules de l'épithélium de la peau et des muqueuses qu'on appelle les mastocytes et aussi les basophiles. Et dès que l'allergène, le corps étranger qui n'est pas accepté par le corps, se fixe sur les anticorps, nous avons une réaction via l'anticorps dans la cellule du mastocyte qui produit un phénomène qu'on appelle la dégranulation. La dégranulation, justement, a pour fonction de libérer les médiateurs de l'inflammation que sont les histamines et les radicaux libres. Et la personne fait cette réaction cutanée très forte, tellement forte, que ça peut affecter sa physiologie en termes de fonction cardiaque. Il peut y avoir une baisse de la pression sanguine, un malaise, une syncope, un œdème énorme, éventuellement un arrêt cardiaque qui peut entraîner la mort. Il faut toujours se méfier des allergies. Elles peuvent, par le choc anaphylactique, mettre la vie en danger. Contrairement à cette réaction immédiate qui est visible, l'intolérance, c'est on peut dire l'allergie, c'est la pointe visible de l'iceberg. L'intolérance, c'est la face cachée de l'iceberg. Dans l'allergie, l'allergène est capté à l'entrée du corps sur les muqueuses. Dans l'intolérance, l'allergène, l'antigène, on le laisse rentrer dans le corps. Et c'est ce phénomène d'accumulation de cet antigène qui devient toxique par accumulation qui va causer justement les symptômes, des symptômes qui sont très très loin de ce que la personne peut imaginer. C'est-à-dire que, on verra les symptômes tout à l'heure, on peut avoir des migraines de façon chronique et ne pas se douter que ces migraines, en fait, viennent d'une intolérance alimentaire. Mais pour qu'il y ait un phénomène d'intolérance, où on va voir des anticorps IgE spécifiques et la réaction cytotoxique spécifique pour l'intolérance, il faut qu'il y ait deux événements importants au niveau du métabolisme. C'est-à-dire soit un blocage on peut dire un ralentissement des activités de nos enzymes qui vont produire beaucoup plus de peptides dans le processus du métabolisme de la digestion et en parallèle une perméabilité intestinale qui va être aussi activée par des xénobiotiques, on va les voir tout à l'heure. Ces xénobiotiques, le chef de file c'est le mercure, on va le voir plus loin, ou éventuellement, ce qui est relativement courant aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. Et la dysbiose intestinale consiste à avoir un dérèglement du microbiote, c'est-à-dire de la microflore intestinale, de nos bactéries. On peut les distinguer entre les bonnes, les lactobacilles et les lactocoques, et toutes les mauvaises bactéries qui sont les bactéries anaérobiques, les coliformes, les levures, les champignons, qui peuvent prendre le dessus, c'est-à-dire croître beaucoup plus rapidement que les bonnes et détruire les bonnes bactéries. Et à partir de ce moment-là,
nous avons ce qu'on appelle une inflammation intestinale qui peut altérer la muqueuse et la rendre perméable, d'où perméabilité intestinale. Donc, deux voies, deux mécanismes possibles pour justement arriver à ce début de perméabilité intestinale, qui va laisser passer justement ces morceaux de protéines que l'on a digérés sous une forme qui n'est pas acceptable par le système immunitaire, et ce système immunitaire va chercher à les détruire. C'est ce qu'on va appeler là, dans ce cas précis, c'est ce qu'on va appeler l'intolérance alimentaire. Alors, quels sont les symptômes de l'intolérance alimentaire? C'est la face cachée de l'iceberg, comme je disais il y a quelques instants, c'est-à-dire que ce monsieur est très malade, il se sent mal, et là il a des migraines, mais il est loin, très très loin, de s'imaginer que cette migraine a pour origine vraiment une intolérance alimentaire. On voit que l'intolérance peut affecter des problèmes oculaires, des problèmes de peau, des problèmes respiratoires, des problèmes inflammatoires, des problèmes circulatoires, des problèmes intestinaux, et pire encore, des problèmes de comportement. Que sont les problèmes de comportement? Ça peut être la fatigue, une fatigue chronique, l'irritabilité, la personne devient quelquefois irritable, agressive. La personne peut avoir des problèmes de concentration, elle n'est plus apte à accomplir son travail chez un adolescent, chez un enfant, ça peut se refléter sur le problème scolaire, c'est-à-dire que l'enfant n'est plus apte à apprendre ce qu'il étudie et il a des difficultés d'apprentissage. Il peut y avoir des problèmes on peut voir avec des dérivés d'intolérance alimentaire comme certaines protéines dérivées du gluten et de la caséine, des effets psychotropes qui vont affecter plus gravement le comportement sous forme de hyperactivité, dyslexie, dyspraxie, éventuellement de l'épilepsie et voire, disons d'une façon beaucoup plus importante et plus grave, des syndromes autistiques. Donc nous avons toutes sortes de symptômes qui justement sont dérivés directement de cette intolérance alimentaire causée par des xénobiotiques dont nous allons parler tout de suite et causée par cette perméabilité intestinale qui favorise justement cette réaction immunitaire directement dans le sang. Voilà. Donc, on appelle ça, en général, quand la personne va consulter chez son médecin, la personne a tous ses symptômes et le médecin dit, il y a un mot qui est très, très intéressant, on appelle ça les symptômes idiopathiques, c'est-à-dire que la personne souffre de symptômes mais dont on ne connaît pas l'origine. Et souvent, quand on fait un cytoalimentest, on va trouver des intolérances alimentaires très très marquées qui peuvent justement être en relation directe avec ces symptômes dont on vient de parler. Alors les xénobiotiques, que sont les xénobiotiques? Par définition, le mot xénobiotique veut dire des éléments qui sont contre la vie. Xéno c'est contre, biotique c'est vie, des éléments contre la vie. Et ce sont des éléments qu'on retrouve à la fois dans notre environnement aujourd'hui par la pollution, mais beaucoup par à la fois la nourriture et aussi par les soins médicaux tels que les soins dentaires, voire des soins qui impliquent même certains composés qui sont dans les vaccins. Alors le chef de file, c'est justement le mercure. Et le mercure, c'est un agent très insidieux, très dangereux,
parce qu'il a pour fonction de dénaturer les protéines. Et comment fait-il cela? Il a une très forte affinité pour un élément qu'on appelle le soufre. Et le soufre, c'est le constituant principal d'un acide aminé de nos protéines qu'on appelle la cystéine. Et cette cystéine, en fait, elle joue le rôle du maintien de la structure des protéines. Or, quand on a une intoxication au mercure, on va attaquer ce soufre des cystéines et ces cystéines vont déstabiliser la structure des protéines. Or, vos enzymes digestives, ce sont des enzymes constituées de protéines. Si ces protéines sont dénaturées, vous allez avoir une baisse de l'activité enzymatique et votre processus de digestion, c'est-à-dire de découpage de ces protéines, va être ralenti par cette dénaturation des enzymes. Et vous allez avoir une production de peptides plus importante. On va voir que le mercure aussi peut agir sur certains enzymes et les activer de façon très poussée, ce qui va causer une dégradation d'un tissu de l'épithélium de l'intestin, notamment un composant de l'intestin qu'on appelle le collagène. Et ces enzymes en particulier, ce sont les MMP, les protéinases, les métalloprotéinases matricielles. Ces enzymes MMP, notamment la MMP9, va dégrader le collagène du tissu de l'intestin, du tissu conjonctif, et nous aurons une perméabilité intestinale. Donc vous voyez, le danger d'un élément comme le mercure peut avoir des conséquences multiples et assez graves pour la santé. Nous avons l'aluminium. L'aluminium est très connu. L'aluminium, on le retrouve aussi comme polluant dans l'environnement. On en trouve même dans la nourriture. Mais on le trouve aussi on le trouve comme activateur de la réaction immunologique dans le vaccin sous forme de booster. Et il est connu aujourd'hui comme étant un facteur de la maladie qui s'appelle la myofascite à macrophage. Et c'est une maladie qui est très invalidante parce que les personnes sont intoxiquées gravement. Je reviens au passage sur le mercure. Le mercure a été très impliqué dans la catastrophe de Minamata au Japon. C'est quelque chose qu'il faut aller voir sur le site internet. Vous pouvez aller voir catastrophe de Minamata. Et vous verrez que ces personnes, ces Japonais notamment, atteints par le mercure, ont eu des effets tératogènes, c'est-à-dire que le mercure a touché les gènes même de ces personnes lors de leur croissance in utero, c'est-à-dire pendant la grossesse de leur maman, de leur mère, et ces enfants sont nés avec des déformations physiques très graves, incapacitantes et irréversibles. Il y a aussi le nickel. Le nickel est un agent xénobiotique qui dénature les protéines et il le fait par affinité aux histidines, c'est-à-dire qu'il y a dans les protéines des acides aminés appelés histidines et ces histidines ont un constituant qui s'appelle l'imidazole. Et c'est ce noyau imidazole chimique qui a une très forte affinité pour le nickel. Contrairement au mercure qui dénature les protéines via les cystéines, qui change la structure, c'est grave, quand vous changez la structure d'une protéine, vous lui enlevez ses fonctions, vous ne lui permettez plus de fonctionner d'après sa nature, puisque vous avez dénaturé sa nature. Vous lui avez enlevé son pouvoir d'action. Le nickel, lui, en attaquant l'imidazole des histidines, il va changer la structure, mais sur certaines parties de la molécule. Et cette dénaturation des protéines par le nickel va causer plutôt des allergies. Ça sera plutôt des réactions de surface au niveau de la muqueuse.
c'est-à-dire que la réaction se fera via les anticorps IgE avant que la molécule puisse pénétrer dans le sang. Enfin, nous avons le cadmium qui est un carcinogène, c'est-à-dire que le cadmium, c'est quelque chose qui est très polluant, qu'on retrouve dans énormément de composés industriels, notamment les plaquettes de frein des voitures. Or, on sait qu'il y a des millions de voitures qui circulent dans le monde. La poussière de ces plaquettes de frein lors de freinage met des particules dans l'air qui polluent l'environnement. Et nous avons du cadmium, entre autres dans l'informatique, dans tout ce qui est l'électronique. Nous avons énormément de cadmium et nous savons que cet élément-là est carcinogène, c'est-à-dire qu'il peut engendrer des cancers. Nous avons le plomb est très connu aussi. C'était le plomb des tuyaux de notre réseau d'alimentation en eau qui contient du plomb. C'était il y a encore quelques années des tuyaux qu'on retrouvait dans toutes les maisons. Aujourd'hui, heureusement, ces tuyaux ne sont plus installés pour la plomberie des maisons, le sanitaire des maisons. Et enfin, nous avons des molécules chimiques qu'on appelle les PCB, les biphényles polychlorés. Nous avons la dioxine, nous avons tous ces éléments qui sont aussi des perturbateurs endocriniens et qui peuvent affecter gravement la santé. Voilà pour les xénobiotiques. Pour ce qui nous concerne, dans essentiellement l'allergie alimentaire, nous en retiendrons deux très importants, c'est le mercure et le nickel. Alors, on parle des xénobiotiques, on parle de l'alimentation. Est-ce qu'ils sont là dans l'alimentation? Effectivement, on les trouve dans l'alimentation. Voici des statistiques qui ont été publiées par le toxicologue, membre justement de notre collège scientifique chez Stelior, le professeur Rabach, le docteur Maurice Rabach et le professeur Picot. Le docteur Maurice Rabach a publié Toxiques alimentaires chez Marie Lang à Paris, édition Librio. C'est un petit pamphlet qui relate toute la concentration des xénobiotiques qu'on trouve dans notre alimentation. Ce sont des études là qui ont été faites en Europe. On voit que en Europe, quand on mange de la viande ou du poisson, on trouve des taux assez importants de mercure qui vont pour le bœuf et le veau entre 8,6 et 32 microgrammes par kilogramme. Je peux vous dire que ce sont des taux qui sont relativement significatifs, importants, qui vont avoir un effet à long terme sur la santé des personnes qui mangent régulièrement ces aliments. On voit que c'est à peu près la même chose au niveau du mouton, de l'agneau, du porc. Heureusement, il y a quelques animaux comme le lapin, le poulet ou la dinde qui en ont beaucoup moins, pratiquement pas. Alors que le poisson, certains poissons, notamment le thon et la dorade, peuvent atteindre des facteurs qui vont de plus de 200 fois ce qu'on trouve dans la viande. Vous voyez que pour le cadmium et le plomb, il y a des taux très significatifs aussi de ces xénobiotiques dans l'alimentation. Et le record, évidemment, c'est le thon rouge et l'espadon, qui contiennent jusqu'à entre 250 et 2000 microgrammes de mercure par kilogramme de chair, de viande. Et évidemment, pour des raisons de santé, on conseille très strictement aux personnes de ne pas manger ces poissons qui contiennent des doses qui sont nettement supérieures à ce que le corps humain peut supporter comme toxique. Une autre source très importante, puisque le mercure c'est le chef de file de nos agents toxiques, le mercure évidemment c'est ce qu'on appelle les amalgames dentaires, comme vous voyez ici sur l'image. Ce sont des composés faits de limaille, d'argent, d'étain, de cuivre, de zinc, n'est-ce pas? Mais dans la composition totale, 45 à 50% de la composition de ces amalgames sont du mercure. C'est-à-dire que nous avons la source principale d'intoxication au mercure sous la forme de cet amalgame dentaire. Pourquoi?
Eh bien parce que dans la cavité buccale, nous avons plusieurs mécanismes qui impliquent l'alimentation, c'est-à-dire le fait de mâcher les aliments. Nous avons les dents qui rentrent en contact les unes avec les autres. Et ce cisaillement, ce qu'on appelle le bruxisme en fait que nous allons relarguer par contact entre les dents des fragments de ces composés d'amalgame sous forme de mercure. Nous avons aussi dans la bouche des bactéries qui sont capables de transformer chimiquement ce mercure et de le rendre volatile sous forme de méthylmercure. Et ce mercure va pouvoir s'échapper sous forme de vapeur. Et sous forme de vapeur, par la respiration, il va aller directement dans nos poumons. De nos poumons, il va migrer rapidement par le sang à notre cerveau et tous les organes de notre corps. Donc c'est une source essentielle de l'intoxication mercurielle. Et évidemment, aujourd'hui, on recommande de façon très très sérieuse d'enlever ces amalgames avec des méthodes dites sécuritaires de dépose de ces amalgames. On ne peut pas, chez un dentiste, enlever ces amalgames sans prendre des précautions sécuritaires. Il y a une méthodologie spécifique pour protéger à la fois le patient de ces vapeurs et aussi le dentiste qui, lui, travaille tous les jours dans le laboratoire et est exposé journalièrement à ces vapeurs de mercure. Voilà, ce mercure va affecter nos enzymes et nous avons justement, j'ai parlé tout à l'heure de nos métalloprotéinases matricielles, notamment la MMP9, qui est une enzyme qui se trouve dans l'épithélium, c'est-à-dire le tissu de notre intestin. Elle est là pour une bonne raison. Elle a pour fonction de base de réparer le tissu, puisque l'intestin, c'est un véritable champ de bataille, c'est-à-dire que nous avons un chaudron où nous cassons les aliments, les sucres, les graisses en des molécules simples, et nous avons des milliards de bactéries qui sont à l'intérieur de cet intestin et qui se produisent aussi des choses, qui se disputent les choses, et on peut dire que la muqueuse intestinale est agressée constamment par ce microbiote qui est très actif du point de vue métabolique dans l'intestin. Or, les enzymes MMP9, elles ont un rôle de maintien et de réparation des tissus quand ce tissu est abîmé justement par les attaques des bactéries ou par cette activité métabolique très intense. Notamment, elles seront utiles pour la dégradation du tissu quand il y a une inflammation de l'intestin. Mais si vous avez une intoxication mercurielle, le mercure peut avoir un effet désastreux au niveau sur ces enzymes MMP9 en se fixant à justement un acide aminé de la composition des acides aminés de la chaîne de la protéine de l'enzyme. Ce mercure peut agir au niveau de la cystéine. Vous voyez, ce SH, c'est une cystéine avec un atome d'hydrogène, on appelle ça un groupe thiol. Ce groupe thiol va lier le mercure et le zinc va être déplacé par l'action du mercure, ce qui fait que cette enzyme va ouvrir, comme on le voit ici, son site catalytique et qui va la rendre hyperactive pour justement la dégradation du tissu de la muqueuse de l'intestin, l'épithélium, et notamment un composé très important de cette muqueuse, de cet épithélium, qu'on appelle le collagène des villosités intestinales. Et quand ce collagène des villosités intestinales est découpé, puisque l'enzyme c'est comme une paire de ciseaux qui découpe les protéines, eh bien ce collagène découpé va littéralement laisser apparaître des trous dans la muqueuse intestinale et nous allons avoir une muqueuse qui va fuir comme une passoire, c'est-à-dire que
l'intestin qui devrait normalement être sélectif pour laisser passer les nutriments essentiels à notre biologie, à notre vie, va laisser passer des fragments de protéines qui vont être considérés comme des éléments toxiques. Et il va y avoir justement cette réaction immunologique par la fabrication d'anticorps pour neutraliser ces gros fragments de protéines qui normalement ne doivent pas se trouver là parce que dans l'intestin en bonne santé, il n'y a pas de perméabilité. L'intestin est imperméable et laisse passer sélectivement que les nutriments qui sont utiles à la vie. Et nous allons avoir ce phénomène de perméabilité qui va déclencher l'intolérance alimentaire dont j'ai parlé jusqu'à présent. Alors ici, nous avons une vue, un diaporama qui explique encore mieux ce processus de l'intolérance alimentaire. Ici, vous voyez sur cette ligne, tout ce qui est en bas, c'est l'intestin avec les villosités que l'on voit ici. Ces villosités, ce sont des cryptes où nos enzymes découpent les protéines, justement, pour, vous voyez, ici, vous avez une série d'acides aminés qu'on appelle un peptide, qui sont encore attachés ensemble. La digestion a pour fonction de séparer tous ces acides aminés de différentes couleurs. On les voit ici, rouge, jaune et vert, ici. Ce sont des acides aminés qui sont séparés de la chaîne. C'est ceux-ci qui sont sélectivement admis, absorbés par l'intestin comme des nutriments essentiels à la vie. Or, quand notre mercure vient activer, ici, vous voyez, activer notre enzyme MMP9 au-delà de sa fonction normale, il va y avoir une dégradation du collagène ici de la muqueuse intestinale qui fait que la perméabilité qui va être créée par cette attaque enzymatique va laisser passer des acides aminés encore à enchaîner entre eux sous forme de peptides. Et ces peptides, une fois qu'ils sont passés dans le sang, vont être considérés comme des corps étrangers. Or, le corps étranger, c'est le non-soi. Ce n'est pas toléré. Ça veut dire qu'il y a danger pour la santé, pour le corps. Et on va produire des anticorps spécifiques pour venir détruire ces peptides. C'est typiquement le mécanisme de l'intolérance alimentaire tel que je vous l'ai expliqué jusqu'à présent. Alors, nous disons que nous trouvons des peptides, des corps étrangers que j'ai appelés antigènes au début de mon exposé. Ces antigènes, est-ce que vraiment, ces peptides, est-ce que vraiment on peut avoir des antigènes non totalement dégradés sous forme de protéines dans l'intestin? Eh bien oui, la recherche, vous voyez, depuis de nombreuses années a démontré par ces publications scientifiques de Thomas et al., Walker, Bloch, Husby, qu'on trouve des antigènes non totalement dégradés dans le sang. On trouve aussi des protéines intactes ou partiellement dégradées qui ont fait l'objet de certaines publications comme Swarbrick, Bruce et Pang et Whitley, P. et al. Il y a aussi une publication argentine qui est très intéressante, faite par des chercheurs argentins, qui a montré qu'on retrouve dans le sang de patients argentins des anticorps contre les protéines dérivées de la protéine de bœuf, la viande de bœuf notamment. À la fois des anticorps IgE au niveau de l'épithélium, mais aussi des anticorps IgE montrant que par perméabilité intestinale, il y a justement une réaction immunologique de l'intolérance par la présence de ces anticorps IgG, qui sont directement dirigés contre les protéines de la viande de bœuf que l'on mange. Nous avons aussi le passage des peptides de l'intestin dans le sang, qui ont fait l'objet de nombreuses publications comme Gardner, Alpers, Takaori. C'est très intéressant parce que ce japonais a été
on peut dire, un des précurseurs de cette recherche, et c'est lui qui a fait un travail avec Chabans et Reichelt notamment. C'est eux qui ont mis en exergue cette présence de peptides et la réaction avec les anticorps directement dans le sang des personnes. Alors, c'est un facteur important. Donc l'alimentation des mères qui allaitent leur enfant, eh bien oui, on retrouve aussi dans le lait maternel. Ces publications l'ont démontré entre Kilshaw, Stuart, Axel, qu'on retrouve des protéines intactes dans le lait maternel, de même qu'on retrouve des anticorps, des bêta-lactobulines d'origine bovine, de la caséine et de la gliadine, vraiment dans le lait maternel. Donc l'enfant va être soumis à ces peptides par l'alimentation maternelle quand la mère allaite durant les premiers mois de la vie de l'enfant. Et quand on parle de la perméabilité intestinale, on a vraiment du mal à se figurer, à visualiser qu'est-ce que cela représente. Ici, nous avons un diaporama qui est très intéressant. Ce diaporama nous montre l'image de l'intestin depuis sa forme, dans la forme saine, c'est-à-dire l'intestin normal. C'est un intestin, l'épithélium est très lisse, il est très beau, vous voyez, et vous avez deux phases intermédiaires de la perméabilité intestinale où on voit la dégradation justement de cette muqueuse sous l'effet, comme je vous l'ai dit, soit de la dysbiose, c'est-à-dire de l'altération du microbiote, des bactéries, des mauvaises bactéries qui prennent la place des bonnes et qui causent une inflammation de l'intestin, soit des MMP, et dans les formes les plus graves, c'est justement l'activation des MMP, ces enzymes qui vont dégrader le collagène pour détruire le tissu. Vous voyez ici, on a une destruction du tissu, et ça peut aller jusqu'à un stade très avancé où cette destruction de tissu montre disons le stade ulcératif, c'est-à-dire que cet intestin où il y a des plaques jaunes ici, ce sont des ulcères. Or les ulcères détruisent totalement l'intestin, et là il faut enlever, par chirurgie, il faut couper l'intestin qui est malade par l'ulcération. Donc vous voyez, on voit visuellement de façon spectaculaire l'agression de la muqueuse par justement l'activation de ces enzymes, par ces xénobiotiques, par les dysbioses intestinales, quelquefois les deux ensemble, mais une seule, notamment l'activation des MMP, suffit à passer à un stade très avancé de l'inflammation de l'intestin que l'on caractérise aussi sous la maladie de Crohn et aussi sous le syndrome du côlon irritable. Quand on parle de dysbiose, on a ici un profil référentiel microbien de l'intestin d'une personne, et vous voyez ce profil référentiel vous informe sur l'altération de la microflore intestinale de cette personne, c'est-à-dire que normalement un intestin en bonne santé devrait avoir comme habitat des lactobacilles et des lactocoques respectivement sous la forme de 7 500 000 et 4 200 000 par gramme de sel, et pas d'éléments toxiques comme les moisissures, les levures et les coliformes, les entérocoques, pire encore les bactéries anaérobiques qui sont très dangereuses, certaines sont vraiment très dangereuses. On voit, vous voyez que cette personne a eu à des stades, différents stades en fonction des années, une population bactérienne de mauvaises bactéries qui ont petit à petit remplacé les bonnes. Et évidemment, cette personne souffrait d'inflammation. Et cette inflammation chronique a débouché sur une perméabilité intestinale qui lui a causé justement de nombreuses intolérances alimentaires. Alors, on parle d'intolérance alimentaire, il nous faut une technologie qui nous permet de détecter de façon efficace cette intolérance alimentaire. Et nous avons effectivement un test qui s'appelle le cytoalimentest, qui est un test merveilleux parce qu'il peut à la fois démontrer l'aspect immunologique de la réaction de l'intolérance, à la fois sous la forme de la réaction
humorale, c'est-à-dire la présence des anticorps, notamment les IgG dirigés contre ces aliments, et à la fois la réponse cytotoxique. La réponse cytotoxique, c'est un stade de l'intolérance qui est encore plus avancé que la réponse par les anticorps, la réponse humorale. Alors, c'est un test qui se fait au microscope. C'est un test non invasif. Pourquoi? Parce que quand on fait des tests d'allergie, on vous met des patchs sur la peau avec des allergènes et on laisse ces patchs pendant quelques jours pour voir la réaction de votre peau. Donc les gens souffrent pendant la nuit de démangeaisons terribles, c'est très inconfortable, alors que le cytoalimentest consiste essentiellement à faire une prise de sang. Alors évidemment, on se fait piquer le bras, et ça dure à peine une minute, et c'est fini. Voilà, donc on peut dire que c'est un test non invasif. Le test a pour but d'observer le changement morphologique des cellules sous l'effet de la réponse immunitaire. Nous allons voir un changement effectivement de la morphologie de ces cellules qui va mettre en évidence soit une réponse humorale, soit une réponse cytotoxique, soit l'un, soit l'autre, ou les deux en même temps. Alors, pour ce qui concerne la réponse humorale, on a vu que ces aliments ont pénétré le sang par la perméabilité intestinale. Nous avons un système de cellules qui est là pour veiller, observer ce qu'il rentre dans le sang, c'est le macrophage, le monocyte. Le monocyte va capter, je vous l'expliquerai plus loin, la protéine qui est passée dans le sang, et il va déclencher une réponse immunologique qui va consister à produire un anticorps IgG contre l'antigène. Vous voyez, c'est cette forme de Y là, contre l'antigène qui est la boule bleue. Et ceci va se faire avec l'action d'une protéine du sang qu'on appelle le complément, où une partie du complément, le C3b, va venir se fixer sur l'anticorps pour former ce complexe antigène-anticorps complément C3b. Et il faut finalement arriver à ce complexe qu'on appelle un complexe immun pour que celui-ci aille se fixer sur un récepteur des globules rouges qu'on appelle le récepteur CR1. Donc dans la réaction in vitro, vous avez des globules rouges qui normalement sont empilés comme les assiettes les unes sur les autres. Et comme le complexe de la protéine avec l'anticorps, une fois qu'elle a été détectée, cette protéine doit être éliminée, il faut la transporter. Évidemment, le macrophage va pouvoir la phagocyter, c'est-à-dire va pouvoir avaler le complexe pour le digérer, mais quand il y a une intoxication très forte, le globule rouge peut, via son récepteur CR1, jouer le rôle de transporteur pour transporter ces complexes à la rate, où ils seront éliminés par la rate et le foie. C'est la raison pour laquelle que quand ce mécanisme a lieu, on a visuellement un effet de désempilement des globules rouges qui est très très intéressant à voir au microscope. Ici, vous avez de façon plus détaillée le mécanisme de la réaction par l'anticorps, c'est-à-dire l'anticorps qui va capter dans le sang ce morceau de protéine. Tout d'abord, nous avons les cellules sentinelles que sont le monocyte, qu'on appelle aussi macrophage, qui va détecter ce gros morceau de protéine dans le sang. Il va dire ce morceau est trop gros pour être toléré, il peut être dangereux à l'organisme, je vais l'éliminer. Il va l'avaler par un phénomène de phagocytose que vous voyez ici. Et une fois que le peptide se trouve à l'intérieur du macrophage, il va être digéré par des enzymes du macrophage en plusieurs petits fragments. Or, un ou plusieurs de ces petits fragments, ici un seul est mentionné, va être présenté à une cellule qu'on appelle une cellule qui va
décider finalement de la réaction immunologique. C'est une cellule effectrice qu'on appelle le lymphocyte T, qui lui, s'il est porteur du récepteur CD4, va déclencher un processus de présentation d'antigènes au lymphocyte B, qui lui aura pour fonction de fabriquer les anticorps IgG, antipeptides de la protéine que l'on a détectée dans le sang. Et l'intolérance alimentaire, c'est ce processus cumulatif du poison, parce que vous mangez tous les jours, vous êtes intolérant à ce peptide, et tous les jours vous faites passer ce peptide dans le sang. Or, au bout de quelque temps, votre lymphocyte B, par une réaction retardée qu'on a appelée la réaction adaptative, vous avez la production de cet anticorps qui va avoir pour but de neutraliser ce peptide de façon à l'éliminer. Le processus de l'intolérance par la perméabilité intestinale, c'est vraiment le même processus que la vaccination. La vaccination, c'est un processus forcé par lequel on fait rentrer par une piqûre, une aiguille, un antigène dans votre corps. C'est-à-dire on vous pique le bras pour vous faire rentrer, on veut vous vacciner contre la grippe, on vous fait rentrer finalement par piqûre le composé du virus qui est la capside, et vous allez faire des anticorps pour vous protéger contre la grippe. La vaccination, l'intolérance alimentaire, c'est le même processus que la vaccination, sauf que c'est une vaccination passive. Passive, pourquoi? Parce que c'est votre perméabilité intestinale qui a laissé pénétrer dans votre sang justement ce peptide, alors que normalement, il n'aurait jamais dû se trouver dans votre sang. Donc c'est une vaccination passive. Une réaction qui est beaucoup plus avancée, finalement, c'est la réaction cytotoxique, qui montre que vous êtes intolérant à un stade beaucoup plus avancé, beaucoup plus grave. Et cette réaction cytotoxique va se manifester par la lyse de certains globules blancs que l'on voit ici. Vous voyez, ce sont des neutrophiles qui ont littéralement explosé pour laisser apparaître les molécules pro-inflammatoires que sont les histamines et les radicaux libres. Et la réaction cytotoxique, elle se trouve, c'est le même processus qu'on a ici avec le macrophage, le lymphocyte B et le lymphocyte T, sauf que le lymphocyte T, lui, aura un récepteur CD8, et ce CD8 va activer des cellules qui vont, par dégranulation, produire des facteurs inflammatoires qui vont libérer l'histamine et les radicaux libres au niveau des neutrophiles. Ce sont les neutrophiles justement qui vont dégranuler et produire cette réaction. Donc la réaction cytotoxique, elle peut se faire aussi via le complexe anticorps-antigène avec le C3b, c'est-à-dire que ce complexe immun peut se fixer sur les récepteurs Fc gamma R1, R2 du neutrophile et par ce processus déclencher la lyse de ces neutrophiles pour qu'ils libèrent les molécules pro-inflammatoires que sont l'histamine et les radicaux libres. Finalement, l'intolérance alimentaire a pour cause de créer un phénomène d'inflammation qui affaiblit le corps et le rend beaucoup plus faible, beaucoup plus susceptible à des pathologies. Les athlètes de haut niveau aujourd'hui ont décidé d'étudier leur alimentation, et c'est le cas par exemple de Djokovic, qui lui est intolérant au gluten, et il a totalement fait l'éviction de cette protéine, et le fait d'avoir combattu son intolérance, il a pu renforcer finalement sa force physique et ses exploits sportifs qui font que cet athlète de haut niveau a vraiment 100% de ses moyens à cause du fait qu'il a trouvé une intolérance alimentaire qui l'affectait probablement dans ses performances. Donc vous voyez, il y a plusieurs athlètes de haut niveau
C'est le cas de Murray. Sabine Lisicki aussi, ce sont des personnes qui ont trouvé des intolérances alimentaires et qui ont fait des changements alimentaires personnalisés pour éliminer des toxiques qui auraient pu et qui effectivement diminuent les performances physiques de ces athlètes. Il y a aussi des sportifs tels que des pilotes de Formule 1. Je sais que Alonso, notamment, a fait ses tests pour supprimer certains aliments qui lui causaient des problèmes de physique et qui l'affectaient dans ses performances sportives. Voilà, donc mon exposé est fini. Je vous remercie de m'avoir prêté cette tribune pour vous parler justement des intolérances et de l'allergie. En fait, l'impact des aliments sur la physiologie de notre corps. Et on peut, si vous voulez, passer aux questions. Donc, je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez à me poser. Je vous remercie de votre attention.